Merci de choisir la télévision Amfani pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Après le départ du MNSD Nassara, l'opposition politique tente de se réorganiser en créant un nouveau cadre de concertation, de mobilisation et d'action démocratique dénommé Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR en abrégé. Seulement, l'on remarque sur la liste des partis composant ce nouveau front l'absence de certains partis de l'ex-COPA tels que Leader Tabat Damadou Boubacar Sissé et le RDR, la nouvelle formation politique de Maman Ousmane et le NPN labisé de l'ex-porte-parole de la COPA Ousseini Salatou. Le nouveau front se donne ainsi pour mission de combattre le pouvoir personnel et veiller à la sauvegarde ainsi qu'à la gestion rationnelle des ressources nationales, entre autres. Un extrait de cette déclaration avec Munkaila Sandaï, le président du parti Sawaba. Face à l'échec du gouvernement et aux velléités de monarchisation du pouvoir, il y a nécessité pour l'opposition politique et les forces sociales en hibernation de se réveiller pour mener le combat de restauration du cadre démocratique et de sauvegarde des libertés fondamentales. Voilà succinctement les raisons qui fondent légitimement la création d'un vaste front politique, le Front pour la restauration de la démocratie et la défense de la République, FRDDR. Le FRDDR est avant tout un cadre de concertation, de mobilisation et d'action démocratique ouvert à tous les partis politiques dont le but est de restaurer et de défendre les acquis démocratiques, de veiller au respect de la Constitution, des lois de la République, des principes et règles de la bonne gouvernance. Dans cette optique, le FRDDR entend combattre le pouvoir personnel, toute forme de discrimination et de velléité dictatoriale. Il veillera également à la sauvegarde et à la gestion rationnelle de nos ressources nationales, à la protection de notre environnement, ainsi qu'à la jouissance par tous des richesses de la nation et au plein épanouissement de chacun. Cela dit, parlons à présent d'un phénomène devenu de plus en plus grandissant dans la capitale Niamey. Il s'agit de l'ensablement de certaines voies goudronnées, une situation qui n'est pas sans créer des désagréments chez les usagers de la route qu'elle expose à divers risques. Issoufou Albadia pour le reportage. Circuler à travers certaines voies goudronnées de la capitale relève d'un véritable parcours du combattant, tant celles-ci sont envahies par le phénomène d'ensablement. Une situation très critique que déplorent les usagers de la route qui ne cachent pas non plus leur amertume face à cet état de fait. Nous, en tant que citoyens et surtout nous qui roulons en voiture ou bien à moto ou bien tous ceux qui roulent à vélo un peu partout, on rencontre partout, il y a du sable sur le goudron et même dans les pavés. Quand on prend par exemple le quartier Abidjan, par exemple, on ne dirait même pas que c'est un pavé. Hein? Il y a du sable plein. Hein? Et quand vous prenez aussi les goudrons aussi, si vous constatez les bordures des goudrons, c'est du sable. Ouais, franchement, on trouve tous les problèmes d'ici. Ouais, si l'eau tombe là, partout, on ne peut pas traverser même. Parce que les routes, l'eau, ça gâte les routes tout. Une situation des plus déplorables qui favorise surtout les accidents de la route et crée d'énormes désagréments aux usagers qui appellent les autorités compétentes à solutionner cet épineux problème. Ce qui cause régulièrement des accidents. Parce qu'il suffit que tu sois en moto, en klaxon, tu serres un peu, le sable te balance, tu tombes. Et vous voyez. Dans un premier temps à la mairie, mais la mairie aussi a des problèmes parce qu'ils ont des arriérés de salaire. On se demande s'ils vont faire ce travail-là. Vous voyez. Il va falloir qu'on sensibilise la population. Il faut que les gens du quartier sortent de temps en temps. Au moins si c'est une fois ou deux fois dans la semaine, vous voyez, pour faire le ménage. Hein? Voilà. En attendant de régler ce problème qui se pose avec acuité sur les principales voies de la capitale, les usagers doivent continuer à prendre leur mal en patience et redoubler de vigilance pour réduire les risques d'accidents dus à la situation.
Considérée comme le quatrième pouvoir après les pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, la presse joue un rôle déterminant dans le bon fonctionnement de la démocratie. Malgré la noblesse de ce métier, force est cependant de reconnaître que la situation de ceux qui l'exercent n'est pas du tout reluisante au Niger. Une situation régulièrement dénoncée par les organisations socio-professionnelles des médias qui pointent du doigt la responsabilité de l'État et des promoteurs des médias. Moumouni Abdel Nasser pour le reportage. Noble métier, c'est ce qui est dit du journalisme. Mais ce grand éloge dissimule les tristes réalités qui caractérisent le quotidien de ceux qui pratiquent ce métier au Niger. En effet, on peut noter un retard dans le paiement des salaires équivalents au pécule, harcèlement, humiliation de toutes sortes, ou même l'ignorance de certains acteurs sur ce que représente le rôle du journaliste. Les concernés en ont conscience. En tant que journaliste, je peux dire que être journaliste au Niger est une situation très difficile, car l'on constate au Niger que le journaliste est mal payé. Mal payé, côté rémunération, ça ne va pas du tout. Bon nombre de journalistes pleurent et ont réclamé à travers plusieurs déclarations l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Jusque-là, rien n'a été fait. Toujours, c'est des ateliers. Le problème a des multiples facettes. Par exemple, la léthargie qui domine l'adoption de la loi sur la publicité et de la convention collective de presse. Mauvaise foi des promoteurs, oui, non, peut-être. Parce que il y a bon nombre de reportages réalisés auxquels on a tendu les micros comment on les appelle, aux promoteurs. Ils ont affirmé que ils attendent la concrétisation ou disons le vote de la loi sur la publicité pour que les journalistes soient dans des bonnes conditions. Ce qui tarde à se faire, bien évidemment, du côté de l'hémicycle à l'Assemblée nationale. Le Conseil supérieur de la communication en tant qu'organe régulateur des médias estime qu'il joue pleinement son rôle en formant les journalistes et en leur attribuant la carte de presse qui garantit leur protection sur le terrain. Le Conseil supérieur de la communication protège le journaliste par l'attribution de la carte de presse de journaliste professionnel, puisque c'est elle qui vous permet de partir chercher l'information, qui est la matière. Et justement, donc, chaque fois qu'il y a des demandes, nous les examinons au niveau de notre plénière, donc la session du Conseil supérieur de la communication. On examine les différents dossiers et selon les définitions qui ont été données par la loi, puisque c'est la loi qui définit la qualité de journaliste professionnel au Niger, donc nous attribuons ces cartes de presse. Et également, donc quand nous sommes saisis par des tiers, par des journalistes, par des organisations socio-professionnelles des médias, nous menons des investigations, par exemple par rapport donc aux événements des 16, 17 et 18 janvier, lorsqu'il y a eu les émeutes à Niamey et à Zender. Nous avions mené des investigations par rapport à des exactions qui auraient été portées par des journalistes. Nous avions rendu à cet effet public, justement donc un rapport qui dénotait effectivement de quelques violences qui ont été exercées sur des journalistes lors de ces manifestations, puisque ces journalistes ont été confondus à des manifestants, du fait qu'ils ne détenaient pas de carte de journaliste professionnel, ou justement donc on ne parvenait pas à les identifier de par justement donc leur outil de travail ou leur tenue de travail. Les organisations socio-professionnelles des médias déplorent la situation et dénoncent la démission de tous les acteurs. Alors, les problèmes dans lesquels vivent les hommes de médias, je préfère parler d'hommes de médias et non de journalistes,
c'est surtout des problèmes liés à leur environnement. Alors, c'est un travail exigeant. C'est un travail exigeant, c'est un travail absorbant. C'est un travail aussi, je vais dire, à risque. Mais c'est un métier noble, comme on le dit. Travailler dans des conditions aussi difficiles, avec des rémunérations qui ne sont pas à la hauteur des attentes du professionnel, ce ne sont même pas des payes, moi j'appelle ça des perdièmes ou même des pécules, ne pas être inscrit à la caisse, donc on n'a pas de protection sociale, on n'a pas aussi de prise en charge sur le plan maladie. Bref, l'homme des médias, c'est une sorte de robot utilisé dont on estime que bon, il doit juste faire le travail pour lequel il est recruté, pour lequel il est employé. Mais de l'autre côté, il n'y a pas, comme on le dit, le retour de l'ascenseur. Alors, tous ces problèmes ont été passés au crible au dernier congrès de Synatic. Nous avons estimé qu'il va falloir changer cette situation. Un travailleur dans les médias doit être dans les conditions minimales. Les conditions minimales voudraient dire qu'il doit avoir un salaire décent, il doit avoir une protection sociale, il doit avoir une prise en charge maladie, il doit avoir aussi un congé. Parce que les gens ont tendance à oublier que le travail de journaliste, c'est un travail particulier qui fait en sorte que même les week-ends, les gens travaillent. Le ministère de tutelle a décliné notre offre de se prononcer sur ces questions. La rédaction de la télé Amfani lui a adressé une correspondance suivie de multiples rappels, mais sans suite. La secrétaire générale du ministre au téléphone dit que ces questions ne relèvent pas des compétences de son institution. Pourtant, elle était même la présidente du comité d'élaboration des textes portant sur la convention collective de la presse. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de campagne électorale, étant confirmée à son poste, elle rejette toute responsabilité. Elle dit, je cite, « ça ne me concerne pas », oubliant les tambours qu'elle a battus en endormissant la conscience et la curiosité intellectuelle des journalistes qui y tenaient tant. L'homme des médias, c'est lui qui arpente tous les terrains, quelles que soient les conditions climatiques et sécuritaires. C'est lui qui est toujours au premier rang pour défendre les droits de tout le monde sans distinction. Lui et ses droits sont relégués au second plan. La suite de cette édition avec l'actualité à l'international au Bénin a été signée la Charte nationale sur le dialogue social, document tripartite par lequel le gouvernement, le Conseil national du patronat ainsi que les organisations syndicales s'engagent à privilégier le dialogue et la négociation comme mode de gestion des différends de la société. Reportage. C'est un moment historique ce jour-ci, parce que ceux qui s'occupent de cette question se connaissent très bien. Le dialogue comme mode de gestion des différends dans la société, voilà l'ingénieuse idée du gouvernement de la rupture. Plusieurs ministres de la République, le Conseil national du patronat, représenté par son président Sébastien Germain Ajavon, ainsi que 6 centrales syndicales, s'étaient donné rendez-vous autour du contrat social. Vous avez choisi la meilleure voie pour éviter des conflits et pour asseoir une ambiance de travail collectif et de dialogue permanent entre partenaires sociaux, collectivités et gouvernements. Cette heureuse initiative n'a pas manqué d'avoir du soutien, notamment de la part des partenaires techniques et financiers du Bénin, tous conscients de ce que le dialogue reste un véritable levier de cohésion sociale. Je peux vous dire que c'est aujourd'hui, avec une grande satisfaction, que nous avons lu le contenu de cette charte qui est d'une qualité exceptionnelle. Au niveau du gouvernement, il y a l'engagement par des mesures d'incitation fiscale de porter le taux maximum de l'IPTS à 15%.
Lorsqu'on sait aujourd'hui l'importance de l'IPTS sur le revenu salarial du personnel, du travailleur, on comprend l'importance de la signature de cet engagement-là. Mesdames et messieurs les ministres, c'est une épreuve. On voudrait vous mettre à l'épreuve pour voir si votre signature peut être respectée. La paix sociale comme gage de tout développement économique et social. Voilà le levier sur lequel compte appuyer cette charte tripartite, même si les centrales et confédérations syndicales ont assuré de ce qu'elles continueront la veille qui leur incombe. Vous devez donner raison à quelqu'un. Et puis la corruption a atteint un stade endémique en Tunisie. Déclaration du président de l'instance nationale de lutte contre la corruption. Ce dernier a exhorté le nouveau gouvernement à éradiquer les barons désireux de créer un État mafieux. Les détails. Concentrer tous les moyens de l'État en faveur de l'INLC, une instance indépendante spécialement chargée de combattre la corruption. Tel est l'objectif visé par le Premier ministre Youssef Chahed en annonçant la suppression du ministère jusque-là dédié à cette lutte. Entré en fonction lundi dernier, le gouvernement d'union a dit vouloir faire du combat contre la corruption l'une de ses priorités. Nommé à la tête de cette instance en début d'année, Chawki Tabib a profité de la présentation d'un rapport devant la presse pour exhorter le cabinet Chahed à l'action. On a conclu qu'il s'agit d'un stade épidémique. Un stade épidémique auquel on peut y faire face. Si tous les efforts seront consacrés à la lutte contre la corruption. L'arsenal juridique, il est à mon sens suffisant et pas suffisant. Je vais vous expliquer. Suffisant si on applique bien sûr la loi. Si on applique les textes qui sont déjà en vigueur, ça peut suffire. Mais on a besoin de renforcer cet arsenal par 3 ou 4 textes, notamment la loi sur la déclaration de patrimoine. En effet, afin de marquer son souci de transparence, Youssef Chahed a annoncé vendredi dernier au Parlement que ses ministres publieraient sous 15 jours une déclaration de patrimoine. En Birmanie, le prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi a promis de transformer son pays en État fédéral une fois l'accord de paix signé avec les différentes rébellions ethniques. L'annonce a été faite à l'issue d'une grande assise pour des pourparlers de paix inédits. Il les images. L'appel d'Aung San Suu Kyi, chef de la diplomatie birmane, et de Farto, chef du gouvernement, bon nombre de groupes armés ethniques ont répondu sans formalisme particulier. Au cœur des échanges, un accord sur un cessez-le-feu national, première étape vers la paix. Au pouvoir depuis quelques mois après des élections fin 2015, Aung San Suu Kyi fait de la fin des guérillas et de l'établissement de l'État fédéral l'une de ses grandes priorités. Aussi longtemps que nous sommes incapables d'une réconciliation et d'une unité nationale, nous ne pourrons pas établir une fédération en paix, a-t-elle insisté, sans pour autant dévoiler les contours de cette fédération censée donner une plus grande autonomie aux nombreuses régions rebelles. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, qui participe au pourparlers, a évoqué un rassemblement historique pour le pays en pleine transition démocratique. La Birmanie, en plein développement économique après des décennies de pouvoir militaire, continue d'être un État très fragile. Les régions rebelles du nord et de l'est du pays, connues pour leurs précieuses ressources naturelles, continuent d'échapper au pouvoir central. Une faille à laquelle compte bien remédier le chef du gouvernement. Pour ces discussions qui doivent durer jusqu'au week-end prochain, quelques 700 représentants des groupes rebelles ont accepté de faire le déplacement. Et déjà, de nouveaux pourparlers sont annoncés d'ici 6 mois. Et c'est sur cette note d'information que prend fin ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de la télévision des merveilles. Au revoir. Le journal vous est offert par la Nigérienne d'assurance et de réassurance NIA.
NIA, des professionnels de l'assurance à votre service.